Bienvenue à tous dans cette vidéo tutoriel comment monter son PC en 2025 facilement, gratuitement et surtout efficacement. Comme chaque année, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel où on va vous montrer comment monter un PC gamer de A à Z. On n'oublie pas les bases, évidemment il n'y a rien qui a changé par rapport à l'année dernière, mais on refait un tutoriel pour le plaisir parce qu'on adore ça. Aujourd'hui cette vidéo est sponsorisée par Asus, merci à eux. C'est eux qui nous ont envoyé tous les composants pour vous montrer aujourd'hui comment bien monter un beau PC gamer Asus. Alors tous ces composants vont être transformés en un magnifique PC gamer que vous voyez là maintenant. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Si vous avez déjà fait des Lego dans votre vie, sachez que c'est aussi simple que ça. Exactement. Et ça tombe bien parce qu'en ce moment, ils organisent un concours sur Glim. Vous avez l'occasion de gagner jusqu'à 18 000 $ de prix. Donc n'hésitez pas à participer, il y a plein de choses à gagner. Un pack de cartes mères ROG Maximus Z890 Hero, un processeur Ultra 9, un ROG Ryujin 3 Extreme. Il y a même une ROG Astral 5080, des cartes mères, une 5070 Ti, des périphériques. Enfin, il y en a pour tout le monde. Comme d'habitude, vous n'avez plus qu'à remplir plusieurs tâches et gagner des points sur Glim pour participer au tirage au sort. Donc n'hésitez pas, bonne chance à tous, le lien sera en description. Et en plus de ça, Asus en ce moment propose jusqu'au 30 juin 2025 une campagne de cashback pour gagner des bons d'achat Games Planet. Donc vous récupérez de l'argent sur vos achats, que ce soit sur des périphériques, des composants, des écrans. Par exemple, si vous achetez un écran OLED ROG, vous récupérez jusqu'à 75 €. À la fin, ça peut juste faire un montant énorme. Il y a plusieurs sites éligibles comme Amazon, Boulanger, Cybertech, Fnac. On vous mettra tous les liens en description. Donc n'hésitez pas. Merci encore à Asus. Et on est parti, on va monter le PC gamer. Ce qu'il vous faut déjà premièrement, c'est un espace clair et net pour monter votre PC. Si vous avez un bureau, une table de salle à manger par exemple, retirez tout ce qu'il y a dessus, évitez d'avoir des nappes, des tapis de souris, etc. Le mieux c'est d'être simplement sur du bois par exemple, sur du verre, c'est très bien aussi. Et ce qu'il vous faut comme outil, rien de compliqué, pas besoin d'être Bob le bricoleur, simplement un tournevis cruciforme, c'est super bien. Ici on a un tournevis avec tout un tas de têtes différentes, c'est encore mieux, mais un simple tournevis cruciforme et si possible aimanté pour que ce soit plus simple, Ah oui. C'est tout ce qu'il vous faut, rien de plus. Et sachez qu'on va utiliser deux têtes de vis, la tête PH2, donc pour tout ce qui est boîtier, carte mère, etc. et la tête PH0 pour le SSD M.2. Donc voilà. Si vous avez ces deux têtes, avec un tournevis, on peut tout faire. C'est ça. Et même si vous n'avez pas et que vous n'avez qu'un simple tournevis cruciforme, avec un peu de patience, ça marche très bien. Donc ça vraiment ne vous inquiétez pas, c'est assez simple, il n'y a rien besoin de particulier. Concernant l'électricité statique, on n'a pas spécialement besoin de bracelet antistatique. Alors oui, si vous en achetez un, c'est mieux, mais c'est pas obligatoire. On peut pas ne pas monter un PC si on n'a pas de bracelet. Non, clairement, faut pas hésiter. Par contre, évitez quand même d'avoir des pulls en laine ou des choses vraiment qui conduisent l'électricité. Et n'hésitez pas, avant de commencer à monter le PC, à aller toucher un radiateur en métal par exemple, pour vous décharger de votre électricité statique, c'est toujours mieux. La première étape d'un montage d'un PC va être de préparer sa carte mère avec tous les composants qui vont aller directement sur celle-ci. Vérifiez bien entendu que tous vos composants soient compatibles entre eux, que votre processeur aille bien sur votre carte mère. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, on va vous montrer ici comment ça fonctionne pour Intel et AMD. Pour le coup ici, j'ai la TUF Gaming B850 plus Wi-Fi, donc il y a une carte mère au chipset B850 pour les processeurs de socket AM5 chez AMD. Et bien entendu, on vous montrera comment aussi mettre son processeur Intel en LGA. Donc là ici, on est sur une super belle carte mère qui a le Wi-Fi 7, qui a la DDR5 et surtout qui accueille tous les processeurs Ryzen 9000, donc que ce soit un Ryzen 5 ou même un Ryzen 9, ça ira sans problème. Alors la première chose à faire, c'est de déballer sa carte mère pour tout simplement commencer à la préparer. Quand on l'ouvre, on retrouve déjà l'antenne Wi-Fi. Alors ça, c'est super simple à installer, mais pour le coup, mettez-la d'abord de côté. On retire sa carte mère qui est juste ici, qui se retrouve dans un emballage antistatique. On va mettre la carte mère de côté pour le moment. Et là, ne vous faites pas avoir, il y a un petit faux fond en dessous de la carte mère. On va retrouver en fait tous les accessoires. Bon, on a les petits stickers, ça, vous en faites ce que vous voulez. On retrouve par exemple tout ce qui est câble SATA. Ça va être pour le stockage, les disques durs, les SSD en 2.5. Mais ce qui est important de récupérer, c'est les petits sachets transparents où on va retrouver les vis de SSD M.2. Donc dès qu'on doit en fait ajouter du stockage ou même installer son SSD, on doit mettre une toute petite vis M.2. Donc gardez bien ces petits sachets et mettez-les sur le côté. Et on retrouve enfin le manuel de sa carte mère. Alors dans toutes les vidéos, on dit le manuel, on s'en fout. Mais là, il est très important. Si jamais vous avez des doutes ou que vous voulez un peu mieux connaître votre carte mère, savoir où sont chaque connectique, etc. Là, on voit qu'on a un schéma où il nous explique en fait où on met notre RAM, où est par exemple l'USB 2.0, etc. En fait, chaque carte mère est différente et peut avoir des emplacements différents. Donc franchement, gardez ça durant tout le montage du PC. Maintenant, on va refermer la boîte de la carte mère. On vient bien la refermer avec les encoches et on va venir en fait poser notre carte mère au-dessus. Bien entendu, on va la retirer de son emballage. Hop. qu'on met sur le côté et on peut enfin mettre notre carte mère sur la boîte et pas sur l'emballage antistatique. Il n'est pas prévu comme support mais comme emballage, ne confondez pas les deux. La première chose à faire va être de retirer tous les petits blisters. Alors c'est le petit moment satisfaisant de la vidéo, mais aussi sur la partie IO Shield, là on a tous les USB, etc. Retirer le petit plastique, hop. Voilà.
Alors ça peut faire peur quand on voit une carte mère comme ça, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a des connectiques dans tous les sens, je comprends rien. Alors sachez que c'est super simple pour le coup. En fait, on va retrouver notre socket. Alors le socket ici, c'est là où on va mettre notre processeur. Que ce soit chez Intel ou chez AMD, il n'y a que deux marques. On va venir toujours mettre notre processeur. Pour le repérer, on a une petite plaque de protection noire. Donc ça va être pour le processeur. À la droite du processeur, on va retrouver les ports pour la RAM. Donc là, généralement, on peut soit en avoir 2, soit 4. Donc c'est des ports comme ça en longueur qui sont bicolores. Donc c'est là qu'on va venir mettre notre RAM. Ensuite, on va avoir l'emplacement du stockage. Alors généralement, comme on est en 2025, on est sur du SSD M.2, donc les petits SSD. On est plus sur les disques durs au du 2,5 pouces. Mais bon, on vous expliquera quand même après comment les installer. Mais pour les M.2, ça se retrouve en fait juste en dessous du processeur. Là, ça va être le port le plus rapide. Et puis on retrouve les ports complémentaires. Ici, par exemple, sur la TUF Gaming, on peut encore rajouter 2 SSD supplémentaires. Donc au total, 3 SSD. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a le port PCI Express. Et là, on va mettre notre carte graphique. Généralement, on en a deux, surtout sur les cartes mères ATX. Pour le coup, ici, on a de la chance avec cette carte mère parce qu'on a les deux types de loquets, le loquet standard et le loquet déporté Q-Relays de chez Asus. Alors pour le coup, si vous n'avez pas le loquet déporté comme ici, c'est vraiment hyper pratique. N'hésitez pas à appuyer sur le loquet, sur la fixation pour déjà ouvrir le port PCI Express. Comme ça, après, vous êtes tranquille pour mettre la carte graphique, ça ira tout seul. Mais attention, la carte graphique se mettra bien sur le port PCI Express le plus proche du processeur, donc le plus haut possible. Et généralement, le port principal est renforcé, comme ici avec un alliage métallique. On va passer maintenant à l'installation du processeur du CPU. Alors, on a deux écoles, on a Intel ou AMD, l'équipe bleue ou l'équipe rouge. Vous inquiétez pas, on va vous montrer comment ça fonctionne dans les deux cas. Ici, pour le coup, on a le Ryzen 5 9600X, qui est d'ailleurs un processeur assez abordable et pas trop cher. Ici, on est sur un processeur de socket AM5, donc en fait, on n'a pas les pins sur le processeur, mais attention, si vous avez un processeur AM4 avec les pins qui sont apparents, faites super attention parce que c'est hyper fragile. Dans tous les cas, quand on prend un processeur, on ne met jamais son doigt au-dessus. Prenez-le toujours comme ça un peu sur le côté. Là, vous pouvez le poser sur le côté et on va ouvrir en fait le socket, toute cette partie ici. On voit qu'on a une tige métallique qui fait tout le contour du socket. On vient mettre une pression dans le fond, donc appuyer dessus. Un petit coup à droite et là, on voit qu'elle sort de l'encoche. Et enfin, on peut la remonter jusqu'en haut. Ça ne sert à rien de forcer, vous la laissez en hauteur. Ensuite, toujours en délicatesse, il vous suffit de lever le socket. Hop. Là, de nouveau, ça ne sert à rien de forcer. Une fois qu'il est en haut, il ne tombera plus. Et là, on voit qu'on a en fait tous les pins de notre socket. C'est en fait maintenant la partie la plus risquée de votre montage. Vous pouvez à tout moment en fait casser votre carte mère ou votre processeur. Donc là, prenez votre temps. Patience, vous allez y arriver. Le processeur se met en fait dans un certain sens, mais heureusement, on a un petit indicateur. On a le fameux triangle lorsqu'on le retourne. Donc, c'est un triangle qui est doré, comme ici. Et en fait, on va retrouver le même triangle sur notre carte mère. Alors, pour ce qui est de chez Intel, c'est pareil. On a donc compris qu'il fallait mettre le processeur dans ce sens-là. Alors, on a trois autres indices, qu'on a des petits détrompeurs. On retrouve ici des petits trous, des petites encoches. Donc, on voit bien que notre encoche est compatible avec ce petit trou-là et également pour le haut. Et une autre petite astuce, si vous arrivez à lire AMD Ryzen avec sa référence, c'est que vous êtes dans le bon sens, bien entendu si votre carte mère est dans le bon sens. On vient ensuite venir le mettre juste au-dessus. Hop, on vérifie qu'il est bien dedans. Une fois que le processeur est dans le socket, assurez-vous qu'il est bien dedans parce que ça arrive de mettre son processeur un peu de biais et en fait on se retrouve avec un PC qui ne s'allume pas ou qui ne fonctionne pas. Donc là, il suffit de regarder un peu sur les côtés. On peut légèrement le faire bouger pour voir s'il se déplace. Là, on voit qu'il est bien enclenché et surtout qu'il est bien inséré. Donc, on peut refermer le socket. Alors là, pas de panique, on va devoir refermer le socket et puis venir en fait pincer notre tige métallique au-dessus. Alors, je vous montre comment ça fonctionne, c'est très simple. Hop, vous baissez le petit cache en plastique. Et ensuite, lorsque vous allez fermer votre tige, il faut bien que ce soit au-dessus. Parfois, on pourrait retrouver en fait notre tige métallique en dessous et ça ne va pas du tout verrouiller notre processeur. Donc là, on met bien la tige au-dessus. On voit qu'il y a une certaine pression. On pousse, ça peut faire un peu peur, mais on y va. On pousse, hop, et on vient remettre notre tige là où elle était à son début, à son origine. Une fois que cela est fait, on peut retirer le petit plastique, la petite protection. Vous pouvez toujours la garder pour la garantie de la carte mère, mais honnêtement, ça fonctionne sans. Bien joué, vous avez installé votre processeur, vous avez réussi en fait à faire la chose la plus risquée et l'étape la plus simple. On va passer maintenant à l'installation de la RAM, de la mémoire vive. C'est généralement ce que la plupart des gens savent faire. Quand on n'a jamais monté un PC, on sait au moins mettre de la RAM. Et encore, ça peut être assez technique. Donc là, pour le coup, on a un kit de 2 barrettes. C'est généralement ce qu'on va retrouver quand on va monter ou acheter un PC gamer. Ici, on est bien sur de la DDR5. Vérifiez que ce soit compatible. N'achetez pas de la DDR4
DDR4 si votre carte mère est en DDR5. On va venir mettre nos barrettes de RAM sur les ports DIMM, donc de la carte mère. Alors on voit qu'on en a 4, nous on n'a que 2 barrettes. Ici on a un emplacement à bien respecter. On voit qu'on a à chaque fois en fait un petit schéma qu'on retrouve dans le fond de la carte mère. Peu importe votre carte mère, vous aurez toujours ce petit schéma où il est mis A1, A2, B1, B2. On voit qu'on a une petite parenthèse où il nous cible la A2 et la B2. En fait, on va venir mettre nos barrettes en quinconce, donc on va laisser un espace vide entre les deux barrettes. On va donc déverrouiller les deux ports, généralement c'est les mêmes. Donc ici, hop, on appuie sur les petites encoches, on vérifie qu'elles sont bien déverrouillées. Ici pour le coup, on peut voir que sur notre carte mère TUF Gaming, nos encoches extérieures sont pas amovibles, elles sont déjà fixes, en fait elles bougent pas. Pas de panique, il faut les laisser comme ça. Si jamais vous avez ce type d'encoche de l'autre côté, bah, déverrouillez-les aussi. Le but en fait, c'est que notre barrette de RAM rentre et donc il faut déverrouiller les encoches. Que vous ayez de la DDR4, de la DDR3 ou de la DDR5, vous aurez toujours un détrompeur. Donc en fait, on voit qu'on a les pins de notre barrette et on a un petit trou, un petit espace vide et en fait, ça va définir le sens de notre barrette de RAM. Pour le coup, il y a une petite astuce et qui est valable à 90%, c'est qu'on a tout simplement une petite étiquette avec la référence de la barrette et généralement, cette étiquette va se retrouver du côté du processeur. Donc, dans ce sens-là, on va venir mettre en fait l'étiquette apparente au processeur. Pour mettre notre barrette, il va être important de l'aligner en fait au port. On va déjà mettre en fait les deux coins extérieurs dans l'encoche, donc comme ceci, on voit ici que c'est rentré à gauche. On fait pareil à droite, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça en fait. Et là pour le coup ça rentre pas. Donc là, hop, on met les deux coins. Ensuite, on va venir d'abord appuyer à gauche, très fort. On entend le petit clips et le petit verrouillage et on fait de même à droite. Beaucoup de personnes n'appuient pas assez fort par peur de casser la barrette de RAM. Vous pouvez clairement y aller. À partir du moment où vous avez respecté les consignes que je viens de donner, il n'y a pas de risque. Quand votre barrette est mise, votre barrette est mise. On peut littéralement soulever toute la carte mère. On voit qu'elle est bien enclenché. Vous pouvez coucher votre barrette de RAM pour voir si vous êtes dans le bon sens. On voit qu'ici, on est carrément en face. Voilà, si par exemple, je mets la barrette dans le mauvais sens, on voit qu'on n'est pas du tout aligné. La barrette ne va tout simplement pas rentrer. Donc là, hop, on met bien dans le bon sens. On répète la manipulation. On rentre d'abord les deux coins dans les encoches. On commence à gauche et on termine à droite. On voit que notre barrette ne bouge plus. On passe maintenant à l'installation du stockage et du SSD. Alors en 2025 et heureusement, on est sur des SSD M.2. Si vous devez installer des disques durs ou des SSD 2,5 pouces, on vous montrera juste après dans le boîtier. Mais en tout cas, pour installer un M.2, c'est super simple pour le coup. Comme je vous l'ai dit, on a différents emplacements sur la carte mère. Donc on va retirer en fait les dissipateurs. Alors il se peut que sur certaines cartes mères, il n'y ait pas de dissipateur et qu'on ait directement le port apparent. On voit ici qu'on a deux petites vis à retirer. C'est super simple. On prend notre tournevis cruciforme et on vient retirer les deux petites vis juste ici. Une fois qu'on retire notre dissipateur, quand on le retourne en fait, on a un pad thermique, ce qui va permettre de refroidir le SSD parce que oui, les Gen 4, Gen 5 chauffent quand même assez vite. On vient retirer la petite protection, le petit blister. Hop. On voit maintenant que notre pad thermique ici est apparent. Donc on peut mettre ça sur le côté. On a libéré notre port M.2 qui est juste ici. Alors on a un petit détrompeur en fait sur notre SSD, finalement comme sur les barrettes de RAM. Et on va venir donc l'aligner et le mettre en face. C'est pas comme sur les barrettes de RAM. Ici on doit pas être en face et bien en face. On peut en fait mettre le SSD légèrement incliné. Donc on vient d'abord l'incliner comme ça. On pousse et on voit en fait qui rentre directement dans le port. Alors c'est normal qu'il y ait un peu de jeu comme ici, mais il va falloir en fait le fixer pour plus qu'il bouge. Pour le coup ici on a de la chance, on a en fait un système Q-latch, donc sans vis. Il suffit simplement de pousser notre SSD et il est enclenché. Alors on peut avoir différents systèmes, soit le Q-latch rotatif, ça c'est avec une petite goupille à venir mettre sur le SSD, ou bien à l'ancienne, la petite vis qui casse la tête à tout le monde. C'est une toute petite vis, hyper dure à mettre. Là je vous conseille de changer la tête de votre tournevis, prendre un cruciforme beaucoup plus petit, comme ceci, pour venir mettre la vis en fait que vous retrouvez dans le fameux petit sachet transparent. Une fois que vous avez votre petite vis, il suffit de bien l'aligner au-dessus de l'emplacement et puis de visser pour locker le SSD. On n'oublie pas le dissipateur si on en a un, ça permet de le refroidir. Donc là pareil, on vient le remettre au-dessus. On vérifie que les vis sont bien au-dessus des emplacements et on vient revisser.
C'est bon, notre SSD est installé. Maintenant que votre carte mère est prête, on va pouvoir installer le système de refroidissement. Alors là, il y a deux écoles. D'un côté, vous allez avoir les ventirades et votre processeur sera refroidi par l'air. Et de l'autre côté, si vous avez un peu plus de budget et que vous voulez un PC un peu plus beau, on retrouve les water cooling. Ici, pour le coup, on est sur le dernier water cooling de chez Rogue, le Strix LC3, donc la troisième version en 360 mm. Ça veut dire qu'on a 3 ventilateurs de 120 mm sur le radiateur, donc il va être relativement grand. Il va falloir le mettre ensuite dans le boîtier et trouver le bon endroit où le mettre. Et les particularités de cette version-ci, c'est qu'on a le water block qu'on peut tourner à 360 degrés. Donc peu importe dans quel sens est-ce qu'on l'installera, on pourra toujours avoir le logo Rogue au bon endroit. Et on a des tuyaux qui sont renforcés et ultra flexibles. Et ça, c'est pratique pour le montage. C'est la partie de ce tuto qui va le plus différer d'un modèle à un autre. Autant une carte mère, c'est quasiment toujours la même installation. Autant pour les systèmes de refroidissement, que ce soit les ventirades ou les water cooling, ça peut fortement différer. Donc là, une fois de plus, la meilleure chose à faire, c'est de vous référer au manuel de votre système de refroidissement. Dans tout système de refroidissement, vous avez un manuel qui vous dit comment l'installer, que ce soit pour Intel ou pour AMD. Donc vraiment, référez-vous à ça. Ici, je vais vous montrer comment installer celui-ci et je vais vous donner des conseils généraux. Mais si vous avez peur de vous tromper, regardez le manuel qui est donné avec votre produit. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Ce qu'on va par contre retrouver dans tous les systèmes de refroidissement, généralement, ça va être les ventilateurs. Que ce soit en water cooling ou en ventirade, souvent ils sont mis à côté. Donc ici, on va récupérer les 3 ventilateurs de notre water cooling. On retrouve le radiateur, les tuyaux et le water block également. Et dernière chose, on va retrouver les fixations. Parfois, il y en a une partie qui sont déjà préinstallées, mais comme ça peut être fait sur Intel et sur AMD, vous allez toujours retrouver un sachet avec des vis supplémentaires. Ici, il était juste là au fond, et sur les petits sachets, on va retrouver des indications. Par exemple, ici, il y a marqué LGA 1150 et 1200. Comme ça, on sait déjà que pour tous les LGA Intel, ce sera ce sachet-là. Et ici, par exemple, on a le sachet AMD avec la M4 et la M5. Ça, c'est les 2 sockets de chez AMD. Donc, repérez bien le socket de votre carte mère parce que ça va différer en fonction de votre socket. Maintenant qu'on a tout déballé, la première étape, ça va être d'installer les ventilateurs dans le bon sens. Et là, vraiment, je vous conseille de prendre votre temps et de pas vous tromper parce que c'est extrêmement chiant. Ici, sur un water cooling de 360 mm, il y a 3 ventilateurs et 4 vis par ventilateur. Si vous vous trompez et que vous devez tout démonter, ça peut vite vous faire perdre du temps et votre patience. Alors, la première étape, ça va être de réfléchir à où est-ce qu'on va installer notre water cooling dans le boîtier. Alors, il y a plusieurs écoles pour ça. En général, ce qui est le plus esthétique, le plus simple, le plus beau, le plus efficace, ou en tout cas, ça marche bien, c'est de le mettre au-dessus. Nous, on fait toujours ça chez Flop quand c'est possible. On le met au-dessus et avec les tubes qui partent vers la droite. Donc je vais vous montrer comment le faire de la manière la plus répandue. L'autre possibilité, c'est de le mettre en façade par exemple, et là c'est bien parce que vous allez avoir l'air frais qui passe directement dans votre radiateur et pas de l'air déjà tiède on va dire à l'intérieur du boîtier, et donc ce sera encore plus efficace. Votre carte graphique et l'intérieur du boîtier sera un peu plus chaud, mais par contre votre processeur sera vraiment à la meilleure température. Si vous voulez le mettre en façade ou à n'importe quelle autre position, il y a une chose qui est hyper importante à retenir, c'est de repérer où est la pompe dans votre water cooling. Parce que vous avez le radiateur avec toutes ces petites ailettes, le liquide passe à travers et l'air refroidit le liquide à l'intérieur, c'est là que ça va être refroidi. Ensuite, il y a les tubes qui permettent de ramener le liquide jusqu'au processeur. Et pour finir, vous avez ce qu'on appelle le water block, qui est donc juste au-dessus du processeur. Et généralement, la pompe va se trouver à l'intérieur de ce water block. Mais c'est pas vrai pour tous les water cooling, parce que certaines marques mettent le water block dans le radiateur, et donc ça change un petit peu la donne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut repérer où est la pompe et ne jamais la mettre au point le plus haut. Si par exemple vous avez un grand boîtier et que vous mettez votre radiateur en face avant, eh bien il faut faire attention que la pompe ne finisse jamais au plus haut, parce que comme vous avez toujours un minimum d'air dans le circuit, il y a une bulle qui se balade, et si votre pompe est au plus haut, la bulle va remonter dans la pompe, rester stockée là, et une pompe qui brasse de l'air, ça réduit drastiquement sa durée de vie, donc ne faites pas ça. Idem si jamais vous avez des boîtiers un peu spéciaux et que vous voulez mettre le radiateur en bas et votre pompe vers le haut, dans un boîtier aquarium par exemple, c'est une très mauvaise idée, votre pompe va avoir une très mauvaise durée de vie. Repartons sur le schéma classique où vous allez donc mettre le water cooling en haut avec les tubes qui partent vers la droite. C'est très simple, vous allez prendre votre water cooling, le prendre vers vous et mettre vos tubes à votre droite. De cette manière, vous êtes sûr d'être dans la bonne position. Ensuite, vous allez vous munir de vos ventilateurs qui ont eux également un sens, et il faut évidemment que l'air souffle vers l'extérieur si votre water cooling est au-dessus. Ici en l'occurrence, et c'est le cas sur quasiment toutes les marques, vous avez deux sens à un ventilateur, un sens qui est plus joli et un sens où vous avez le moteur et la structure qui est généralement l'arrière. Alors si vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous pouvez également prendre le côté des ventilateurs et généralement vous avez des flèches, une qui vous indique le sens de rotation du ventilateur et l'autre qui vous indique dans quel sens est-ce que l'air est expulsé. Ici, et c'est souvent le cas, l'air est expulsé par le côté qui est le moins joli, donc c'est parfait. Si c'est bien comme ça que sont vos ventilateurs, vous avez juste à les prendre avec les câbles vers vous. Donc je répète, vous prenez votre radiateur face à vous avec les tubes qui partent à droite et vous prenez vos ventilateurs dans le sens le plus joli et avec les câbles qui partent vers vous. De cette manière-là, vous êtes sûr d'installer votre water cooling au-dessus de la bonne des façons. Une fois que ça c'est fait, vous allez repérer les vis les plus longues que vous recevez avec tout le kit de votre water cooling. En général, c'est les plus longues, elles font au minimum la taille de votre ventilateur, vu qu'elles doivent passer à travers avant d'être fixées dans le radiateur. Donc ici, on peut voir que c'est bien celle-ci. Il n'y a plus qu'à installer nos 12 vis et se mettre à visser.
La prochaine étape, et faites-y attention parce qu'on peut vraiment l'oublier dans l'excitation du montage de son premier PC, c'est de retirer les protections au niveau de la surface de contact du processeur. Alors ici, elle est bien grosse et on ne pouvait pas la rater. Parfois, c'est juste des petits stickers qu'il faut bien retirer, autrement vous allez avoir des températures dégueulasses, le PC va surchauffer, c'est que des problèmes. Donc veillez bien à retirer ça. Et on peut voir ici que la pâte thermique sur notre water cooling, elle est déjà préappliquée. Nous, on va la retirer et vous montrer comment la mettre parce que c'est pas toujours le cas, mais parfois ce sera déjà installé et parfois vous recevrez une petite seringue ou un petit sachet avec votre water cooling. L'étape ici qu'il va falloir faire, c'est adapter le système de fixation à votre carte mère. Parce que généralement, les water cooling sont prémontés pour du Intel. Je sais pas pourquoi, c'est clairement une préférence pour Intel. Mais comme nous, si vous aimez AMD, eh bien, il faut récupérer l'autre système de fixation qui est donc dans le sachet. Ça va dépendre d'un modèle à l'autre, mais ici, il suffit simplement de tourner, hop, le retirer et venir mettre le nouveau à la place, le resserrer et c'est bon. On est prêt à l'installer sur notre carte mère. Chez AMD, ce qu'il va falloir faire, c'est retirer les fixations de base qui sont déjà prévues. Ça, c'est pour une installation rapide. Alors, certains water cooling travaillent avec les fixations de base et vous pourrez les laisser. Mais la plupart du temps, quand vous allez monter en gamme, ils vont avoir leur propre système de fixation. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est simplement retirer les 4 vis autour du support et le retirer. Avec certaines cartes mères, quand vous allez retirer les fixations du dessus, eh bien vous allez faire tomber la backplate. Ici sur cette carte mère Asus, elle reste là, donc on va pouvoir la laisser. Mais parfois ça arrive que vous ayez à la retirer et à en mettre une autre à l'arrière. Ça arrive également chez Intel, donc voilà, veillez à ça. Pour le coup, il y restera, et comme on est sur un processeur AM5, c'est marqué même juste là. C'est une sorte de double vis avec 2 pas de vis, un de chaque côté. Il y en a un qui vient se mettre directement dans la backplate et l'autre qui va venir se mettre dans la fixation au-dessus du water cooling. Vous pouvez repérer ici par exemple, on voit que le petit va servir à être mis dans la vis, donc c'est clairement l'autre qui doit rentrer dans la carte mère. Et donc on n'a plus qu'à les visser. On peut les visser à la main parce que de toute façon, quand on va venir fixer le water cooling à la fin avec un tournevis, c'est là qu'on va vraiment serrer au maximum. Et vous verrez, vous en aurez toujours 4, une pour chaque coin. Et donc une fois que c'est bien installé, c'est bon, on va pouvoir ramener notre water cooling. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas utiliser la pâte thermique préinstallée sur notre water cooling, mais on va bien utiliser une seringue qu'on a reçue à part. Comme ça, je vous montre comment faire. Alors ici, on est sur un processeur AMD AM5. On peut voir qu'il est relativement petit. En plus, il y a des petits trous sur les côtés. Donc clairement, il va falloir y aller mollo avec la pâte thermique. Les processeurs Intel sont un peu plus grands et généralement, ils sont rectangulaires. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est simple. Comme c'est un carré, on va simplement faire une petite boule au centre. De cette manière-là, vous êtes sûr de ne pas vous rater. Alors là, c'est à vous de juger un petit peu en fonction de la taille du processeur. Mais ici, avec une petite noisette comme ça va être parfait, il n'y a aucun risque. Si vous êtes sur un processeur Intel, ce que je vous conseille de faire, c'est une petite ligne au centre, parce que comme il n'est pas carré, et bien pour être sûr d'en avoir bien partout, c'est mieux de ne pas faire une petite boule, mais bien de faire une petite ligne au centre d'1 cm maximum, ce sera vraiment parfait. On passe maintenant à la préparation de l'alimentation du bloc d'alim. Alors c'est très important parce que si jamais on met la mauvaise fiche, on n'aura tout simplement pas d'allumage, ou bien si on oublie un câble, il va falloir tout redémonter. Donc écoutez attentivement cette étape. En tout cas ici, on a la TUF Gaming 850 watts de chez Asus, la version Gold qui est déjà compatible ATX 3.1, donc compatible avec les nouvelles cartes graphiques, les nouvelles RTX 5000. Elle est garantie 10 ans, donc ça c'est assez incroyable. En plus de ça, elle est super silencieuse, donc c'est vraiment la ligne parfaite que je vous conseille. En tout cas, on va la déballer et on va la préparer. On est sur une alimentation full modulaire. On a 3 écoles, semi-modulaire, pas modulaire et modulaire. Alors je vous conseille, si vous pouvez, prendre une alim modulaire. C'est un avantage crucial pour le câble management. Vous allez en fait supprimer tous les câbles que vous n'utilisez pas. Donc ici, on retrouve le bloc qui est complètement à part, qui se présente comme ceci. Et puis l'amas de câbles qui est ici. Asus nous donne en supplément des petits colsons et des serre-câbles. Gardez-les pour le câble management, ce sera pratique. Bien entendu, si vous avez une alimentation non modulaire, passez cette étape, elle ne sert à rien, même s'il y a des choses à apprendre. En tout cas, on voit ici que sur notre bloc modulaire, on a en fait toutes les fiches à connecter. Donc il est inscrit un CPU, c'est pour le processeur. PCI Express, c'est pour la carte graphique. Le 12 volts, c'est pour les RTX 5000 ou 4000. Et MB, c'est pour la carte mère. Donc c'est très simple. On prend notre bloc et on va tout simplement venir mettre les câbles. Alors attention, il y a un sens. Il y a un câble qui va dans le PC et un câble qui va dans l'alimentation. C'est logique. Pour connaître le sens, c'est simple. En fait, sur le câble, il y a une petite inscription et là, on voit qu'il est écrit PSU, ce qui veut dire Power Supply Unit. Donc, tout simplement, c'est les câbles qui vont aller dans le bloc d'alimentation. Ça peut être d'autres inscriptions. Fiez-vous alors au manuel du bloc d'alimentation. Mais ici, on va venir mettre notre câble pour alimenter la carte mère. Hop. Alors celui-ci, il faudra toujours le mettre. Le câble 24 pins, c'est ce qui va alimenter notre carte mère. Donc c'est le plus gros câble que vous avez dans votre PC. On va maintenant alimenter la carte graphique. Alors là, ça devient de plus en plus compliqué. Maintenant, il y a 2 écoles. Il y a les câbles 12 pins et les câbles PCI Express classiques 6 ou 8 pins. Alors ici, pour le coup, c'est le nouveau câble 12 pins, donc 12 volts, qu'on voit juste ici, qui se présente comme ça. Alors celui-ci va être utile et utilisable uniquement avec les cartes graphiques RTX 5000 et 4000. Pour savoir lequel mettre, en fait, il faut regarder sur votre carte graphique quelle est la connectique. Soit ça va être du 12 pins en 12
12 volts comme ici, c'est généralement sur les nouvelles cartes graphiques Nvidia, ou bien on va être à l'ancienne sur les fiches PC Express. Donc généralement, ça se compose comme ceci, c'est des 6 pins plus 2 pins. Donc soit vous mettez les 6, soit vous collez pour mettre 8 pins. Par exemple, sur les nouvelles 9070 XT, il se peut qu'on retrouve encore du PC Express. Donc là, pour le coup, nous, on va mettre une RTX 5070 Ti. Donc on va simplement utiliser notre câble 600 watts. De nouveau, on a l'inscription PSU. Donc là, hop, c'est vraiment pas compliqué. On le reconnaît super facilement. On vient mettre notre câble. Alors celui-ci, je vous conseille de bien pousser et bien être au fond parce qu'il n'est pas facile à mettre. Mais hop, donc là, on a notre carte graphique, notre carte mère. Maintenant, on va alimenter notre processeur. Alors là, attention, vraiment, parce que bien entendu, c'est le câble CPU qui veut dire tout simplement processeur. Donc on est sûr que c'est celui-ci, mais il ressemble étroitement au câble PC Express, donc de la carte graphique. On le voit d'ailleurs, c'est tous les deux des 8 pins, mais regardez bien sur le côté, ici c'est PC Express, c'est pour la carte graphique. Et ce qui nous intéresse, c'est le CPU. Donc, on va uniquement garder ce câble. On a compris qu'il fallait mettre ce câble pour alimenter le CPU, mais attention, parce que sur notre carte mère, on a 2 fois 8 pins, donc 2 petits blocs comme ça à insérer pour alimenter le processeur. Donc là, on va devoir mettre 2 fois ce câble. Alors, hop, on regarde, on voit qu'il est écrit PSU. Et il est mis sur notre bloc CPU/PC Express. Et donc, on va mettre notre câble sur la partie de gauche. On en met un et on met le deuxième. On peut voir qu'il nous reste des entrées. Alors là, ça va être pour tout ce qui est périphérique, SATA et Molex. Généralement, le Molex comme ici est voué à disparaître vu qu'on l'utilise plus vraiment. C'était pour alimenter les ventilateurs à l'époque. Mais c'est vraiment la pire des connectiques qui existe. Elle est hyper compliquée à installer. Donc nous, on va utiliser en fait le câble SATA qui va être utile si jamais vous avez des disques durs, des lecteurs DVD, des SSD 2.5 ou même des contrôleurs pour gérer votre ventilation, etc. Et même sur les tout derniers boîtiers qui viennent de sortir, on utilise souvent du SATA pour alimenter en fait tout ce qui est externe, les boîtiers de contrôle, etc. Donc celui-ci, on repère la petite note PSU et on vient mettre dans la partie périphérique SATA. On est bon. Alors pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble, c'est une fiche en fait comme ça toute plate, comme on peut voir ici. Et donc vous pouvez pas vous tromper, elle est très différente des autres. Pour le coup, c'est pas comme le CPU et la carte graphique. Notre bloc d'alimentation est maintenant prêt. On va pouvoir préparer le boîtier et surtout mettre la lime. On avance bien dans le montage du PC. Maintenant qu'on a préparé la carte mère, l'alimentation, on va enfin pouvoir mettre les composants dans le boîtier et finalement en fait avoir son PC qui est tout monté. Mais il faut être encore un peu patient. Et la première chose à faire, ça va être de retirer en fait tous les panneaux latéraux et même en fait les panneaux qu'on va retrouver à l'avant, au-dessus. De nouveau, ça va dépendre en fait de chaque modèle. Ici, on est sur le TUF Gaming GT502. Moi, c'est mon boîtier préféré. Je l'adore, même en blanc comme ça, il est magnifique. On a des petites lanières au-dessus pour le transporter. C'est un boîtier qui est aquarium, donc on a une vue panoramique et surtout en fait, c'est un boîtier qui se constitue en 2 chambres distinctes, donc l'arrière avec tout ce qui est câblage et bloc d'alim et puis l'avant avec toute la configuration. Pour retirer les panneaux, généralement c'est avec des vis cruciformes, donc là vous retirez et vous pouvez glisser la vitre. Là sur le GT502, c'est un petit bouton poussoir, donc on n'a aucune vis, c'est le côté vraiment pratique. Je vous conseille de mettre les panneaux directement dans la boîte du boîtier pour pas les abîmer parce que ça arrive vite de casser une vitre. On fait de même derrière, on retire le panneau et là on voit qu'on a un magnifique carton. De nouveau, ça dépend des boîtiers, il peut se retrouver à l'intérieur de la boîte de l'emballage ou bien dans le boîtier et on voit que c'est l'accessory box. Ça va être la boîte la plus importante à garder durant le montage du PC parce qu'en fait c'est là qu'on va retrouver toute la visserie quand on va visser tous nos éléments, tous nos composants. On retrouve par exemple un support de carte graphique, ça peut être utile, des vis pour visser la carte mère, le water cooling, etc. Des petits colsons et le support pour la mettre à la verticale. Alors ici, on va pas se prendre la tête, on va la mettre à l'horizontale de manière standard. Sur le GT502, on a les petites lanières au-dessus. Donc là, on va les retirer et on va retirer en fait la face du dessus. Hop. On a retiré la face du dessus pour venir en fait insérer notre water cooling de 360 mm. Si jamais vous avez un ventirad, ça sert à rien de retirer la face du dessus, mais on sait jamais. Voilà, si vous avez des ventilateurs ou même un water cooling, faites-le, vous allez gagner un temps fou. Et je vais même retirer la face avant vu que c'est un aquarium, comme ça on gagne de l'espace. Maintenant que notre boîtier est presque nu, on va en fait dénuder les câbles du front panel parce que oui, on a de l'électricité dans le boîtier. Il faut savoir qu'un boîtier, c'est composé de métal, mais surtout d'USB et de connectique. Donc on a un peu d'électricité, un peu de câblage. On voit en fait ici que tous les boutons sont reliés à des câbles. Le bouton power, le bouton reset, les USB et même le type C. Et tous ces câbles se retrouvent en fait à l'arrière ici du boîtier et on va devoir les mettre directement sur la carte mère. Donc détachez tous les câbles et mettez-les de côté parce que maintenant, il faut laisser de la place. Pour mettre notre alimentation, il va y avoir un sens à respecter pour le flux d'air. En fait, on le voit, on a une surface qui est plane et puis une surface avec un ventilateur. Donc ici, l'air va être aspiré et elle va ressortir au niveau du grillage. Donc mettez l'alimentation avec le ventilateur vers l'extérieur du boîtier pour qu'il y ait tout simplement un flux d'air. Donc moi, je vais venir mettre mon alim ici, mais la mettez pas comme ça. Si je la mets comme ça, on voit qu'on a notre plaque, on n'aura aucun flux d'air. Donc là, je vais la retourner
afin d'avoir un flux d'air. Si on regarde sur notre plaque arrière, on a en fait une grille d'aération. Donc mettez bien la lime dans ce sens-là. Si vous prenez le GT502, ce sera optimal. Alors là, c'est super simple de mettre son bloc d'alimentation. De nouveau, ça dépend des boîtiers. Il y a certains boîtiers, vous allez devoir avec une seule main la tenir pour bien la positionner face au trou et avec l'autre main la visser. Ici, on a de la chance, la lime tient toute seule. On va récupérer les 4 vis qui sont données avec le bloc d'alimentation ou même avec le boîtier. C'est ces vis-là, les grosses vis comme ça, Transformers. Donc là, on va en mettre 4 pour bloquer et verrouiller notre alim. Donc une en haut, hop. C'est vraiment facile, on serre bien. Comme à chaque fois, on vous conseille de visser en croix pour ne pas déplacer le bloc d'alim. Donc là, hop, j'en mets une en bas à gauche, une en haut à droite, une en bas à droite et une en haut à gauche. Notre bloc d'alim est fixé et d'ailleurs, on peut voir, ça bouge pas. Maintenant qu'on a le boîtier nu et avant d'installer la carte mère et les water cooling, tant qu'on a de l'espace, on va venir installer les ventilateurs. C'est ce que je vous conseille de faire. Alors parfois, c'est mieux de d'abord mettre la carte mère et après les ventilateurs. Ça va dépendre de l'espace que vous avez dans le boîtier. Mais ici, sur ce GT502, on a largement l'espace pour mettre le ventilateur en premier. Alors, je vais vous en montrer un et ensuite on fera les autres en off. Et le premier ventilateur que je vais installer, c'est celui qui va à l'arrière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre ventilateur. On fait toujours attention évidemment au sens dans lequel on installe. Je vous rappelle que l'air sort du côté où il y a le rotor. Et si vous n'êtes pas sûr, vous vérifiez sur la tranche. Donc, on va venir le mettre comme ça ici. Comme ça, l'air va sortir à l'arrière du boîtier, c'est le but. Et on va faire passer les câbles déjà vers l'arrière du boîtier où on viendra les récupérer et faire le câble management après. Tout ça, on vous le montrera plus tard dans la vidéo. Maintenant, pour le visser, il faut aller à l'arrière du boîtier et normalement, vous recevez des vis avec tous les ventilateurs que vous avez. C'est des grosses vis, vous pouvez pas les rater. Elles sont relativement courtes, mais par contre, elles ont un énorme diamètre. Généralement, c'est les plus grosses vis, vous pouvez pas les rater. Donc, une fois que vous avez repéré vos 4 vis, vous mettez bien votre trou en face du ventilateur, vous l'ajustez plus ou moins à la hauteur que vous voulez. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à visser vos 4 vis. Faites attention de ne pas aller trop fort parce que parfois, vous pouvez passer à travers le métal arrière et c'est un peu chiant parce que ça l'abîme surtout sur les boîtiers blancs. Donc voilà, serrez suffisamment. Non, il y a des petits caoutchoucs sur les coins qui permettent de faire l'anti-vibration. Si vous serrez trop fort, le caoutchouc ne servira plus à rien et vous aurez de nouveau des vibrations. Donc n'hésitez pas à ne pas serrer trop fort. C'est maintenant que le PC va commencer à prendre vie, on va installer toute notre préparation carte mère, water cooling, processeur RAM, SSD à l'intérieur du boîtier. Alors là, c'est la phase où c'est un peu le plus touchy. Et si vous êtes plusieurs et que vous pouvez vous faire aider, n'hésitez pas à demander un petit peu d'aide parce qu'il va falloir insérer la carte mère tout en amenant le water cooling avec. Alors il y a certaines personnes qui mettent d'abord le radiateur dans le boîtier et ensuite qui viennent fixer le water block sur le processeur. Ça marche très bien aussi, vous faites ça comme vous voulez, c'est même un peu plus facile. Mais moi je préfère faire l'inverse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mon radiateur. Vous voyez qu'ici il est protégé à l'arrière, donc je vais oser être un peu bourrin. Je vais le faire rentrer dans mon boîtier et ensuite je vais venir amener ma carte mère à l'intérieur du boîtier jusqu'à l'endroit où on va venir la mettre. Donc là, je vais la poser 2 minutes. Vous voyez qu'on est bien, le boîtier est grand. Je peux maintenant retirer la boîte. Ce que je vous conseille aussi de faire pour éviter d'être dans la même posture que moi, c'est évidemment de mettre le boîtier à plat. Comme ça, vous aurez la gravité qui vous aide. Et si malheureusement, et pour le bien du tutoriel, pour que je puisse vous filmer avec les 2 caméras et que Jarod puisse me suivre, on va le faire à la verticale. Et vous, évidemment, essayez de mettre votre boîtier à plat et vos composants de haut en bas. Ce sera beaucoup plus facile. Une chose à faire maintenant, surtout si vous avez un tout petit boîtier, c'est de venir mettre la fiche CPU. Vous allez devoir alimenter votre processeur et mettre les câbles. On vous montre la plupart des câbles après. Mais un câble qu'il faut mettre maintenant, c'est l'alimentation du CPU. Parce qu'une fois que votre water cooling sera installé, vous aurez beaucoup de mal à aller en dessous et à venir le chercher. Là, le boîtier est assez grand, ça pourrait aller. Mais sur des boîtiers plus petits, c'est l'enfer, ça nique les doigts et vous devez détacher votre water cooling pour le refaire après. C'est trop chiant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord visser la carte mère et on fera ça juste après. Pour visser la carte mère, ce qu'il faut faire, évidemment la mettre en face des trous, ça je vais vous montrer, mais il faut aussi se munir des petites vis comme ça. Alors, ça va dépendre d'une marque à l'autre, certaines marques vont utiliser des plus grosses vis, mais la plupart du temps, vous repérez les vis de carte mère parce que c'est quasiment les plus petites et elles ont une sorte de petit chapeau, une petite couronne comme ça, qui va venir se poser sur les petites parties en métal autour des trous des vis et ça va aider à diffuser l'électricité statique si jamais il y en a. Donc voilà, utilisez bien les bonnes vis, autrement ça va être l'enfer. Deux choses également auxquelles il faut faire attention, c'est mettre la backplate de votre carte mère. Alors ici, on a de la chance, on est sur une carte mère relativement haut de gamme et maintenant les plus récentes ont quasiment toutes des backplates intégrées. Ça veut dire qu'elle est déjà présente sur la carte mère, on peut pas la retirer et elle fait le contour des USB et de la plupart des fiches. C'est très pratique et ça nous fait gagner du temps. Si vous n'avez pas ça sur votre carte mère, vous allez recevoir des petites backplates IO Shield. C'est des petites plaques en métal qu'il faut venir mettre à l'arrière de votre boîtier, à l'endroit où va sortir les USB. Ça vient se mettre par l'intérieur du boîtier et il faut un peu pousser pour que ça tienne bien. C'est pas très facile, c'est un peu chiant, mais c'est pas bien compliqué non plus, donc ne vous inquiétez pas. Et la deuxième chose, c'est de vérifier que toutes vos entretoises sont bien présentes. Les entretoises, c'est les choses sur lesquelles on va venir poser la carte mère et puis dans lesquelles on va venir insérer les vis pour la faire tenir en place. Ici, on est sur un boîtier haut de gamme, donc à nouveau, les entretoises sont déjà toutes mises, il n'y a pas de souci. Mais selon la taille de votre carte mère, si votre carte mère est plus petite ou plus grande, il faudra parfois déplacer certaines entretoises ou alors carrément aller les chercher dans les sachets des vis. Vous en recevez souvent une ou deux en plus. Ici, on a reçu un petit adaptateur qui nous simplifie la vie pour installer les entretoises et parfois on en reçoit avec le boîtier. Ici, elles sont toutes mises, mais avant de mettre votre carte mère, vérifiez bien qu'elles soient là. Une fois que votre carte mère est à l'intérieur, il va falloir la visser. Sur les cartes mères ATX, qui est le format le plus répandu, eh bien vous avez 9 vis, 3 par étage,
3 en haut, 3 au milieu et 3 en bas. Moi, généralement, j'aime bien commencer par celle du milieu parce que ça va nous permettre de bien la maintenir et de garder tous les trous les uns en face des autres. Parce que ça aussi, ça peut être l'enfer. Tu galères à mettre ton IO Shield, ensuite tu mets ta carte mère, elle est en face d'un trou mais pas des autres et de nouveau, tu dois tout démonter. Voilà, vérifie bien que tous les trous sont en face avant d'insérer les premières vis. Et voilà, la carte mère est fixée. Maintenant, on va venir chercher le câble CPU dont je vous parlais juste avant. Donc ça, il faut le repérer sur l'alimentation. Et c'est assez simple en général. C'est 8 pins comme ça. Alors, à ne pas confondre avec le PCI Express. Sur le PCI Express, il y aura marqué PCI. Et sur les câbles CPU, généralement, il y a marqué CPU. Voilà. C'est déjà une bonne indication. Et comme je vous l'ai dit, avant d'installer le water cooling, c'est bien de venir mettre directement les fiches CPU. Donc hop, on va venir les installer en les faisant passer par le trou du dessus. Vous pouvez voir ici que j'ai mis le premier et je vais venir mettre le deuxième câble. Vous avez évidemment un détrompeur avec une petite encoche et il faut venir mettre la petite encoche sur le support au-dessus. Généralement, l'encoche va vers le haut de la carte mère, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Vous le prenez comme ceci, vous le retournez et vous l'avez directement en face. Ça ne rentre que dans un sens de toute façon. Je vais installer maintenant le water cooling dans le boîtier, mais on va passer au câblage surtout. Et c'est là que c'est un peu complexe, c'est un peu la partie la plus dure dans un montage PC. Alors déjà, on peut voir qu'on a des câbles qui sortent de la pompe, premièrement, juste ici comme on peut voir. Donc des câbles qui sortent du waterblock CPU, mais aussi de notre water cooling. En fait, chaque ventilateur sort 2 câbles. Alors heureusement, il y a d'autres water cooling sur le marché où on n'a qu'un seul câble à la fin. En tout cas ici, on a à chaque fois une prise fan, on peut la reconnaître comme ça, les prises fan, ça ressemble toujours à ça, et une prise RGB. En fait, ça va être les 2 prises qu'on va retrouver généralement sur la plupart des ventilateurs, la prise ARGB et la prise fan. Alors soit on a du 4 pins, soit du 3 pins, ou ici on a soit du 3 pins, soit du 4 pins. Là, on voit que c'est un 3 pins et un 4 fan et on a ça par ventilateur. Heureusement qu'on a des adaptateurs, ce qui va nous permettre de tout simplement les splitter en une seule sortie. Donc là c'est simple, on prend tous les RGB et on vient les mettre dans l'adaptateur. On fait de même pour les câbles fan, on voit qu'on a également un adaptateur, donc là hop, on les rentre dedans, on appuie bien, et le troisième ici, hop. Donc là on peut voir que notre water cooling ressort à chaque fois avec un système fan et une prise ARGB. Donc c'est bien plus simple, il va falloir connecter ça sur la carte mère parce que l'idée c'est qu'on va mettre le radiateur au-dessus ici au niveau du PC, sur la partie du dessus. C'est donc important de déjà faire passer en fait les 2 câbles qui partent du radiateur et de tous les ventilateurs directement sur l'ouverture qu'on a au-dessus de la carte mère. Donc comme ceci, vous accompagnez les câbles et en même temps on va en profiter pour prendre notre water cooling. Donc là, regardez, on fait passer tous nos câbles à travers, on tire d'un côté. Alors là, c'est vraiment propre à Asus, mais on a une petite protection qu'on vient pincer et retirer. Là, on voit bien que je tire les câbles, donc j'accompagne les câbles tout en mettant le radiateur. Hop, je redresse. Une fois que vous avez tiré les câbles et que vous êtes passé dans l'emplacement, on voit que notre radiateur passe tout pile sur le boîtier. Alors là, maintenant, on va aligner en fait les trous, les pas de vis, directement au grillage. Donc, comme on peut voir, il suffit parfois de jouer un peu avec le radiateur. Ici, on est parfait. On voit que nos 14 trous sont visibles et on n'a plus qu'à visser. On va commencer par mettre les 2 premières vis, finalement les vis les plus importantes. Hop, une à gauche. On continue de tenir et on met une autre dans l'extrémité droite. On vise bien. Et là maintenant, on peut lâcher notre radiateur et on n'a plus qu'à mettre toutes les autres vis. C'est bon, j'ai mis toutes mes vis pour le radiateur et je peux maintenant refermer avec la plaque. Bon, là, on peut voir qu'il y a quelque chose d'assez dérangeant, c'est qu'on a plein de câbles comme ça qui sortent encore du water cooling. Pas de panique, ceux-là, on va les faire passer derrière. Donc, on les monte, on les reprend et on refait passer en fait exactement par le même trou, là où on a fait passer les autres câbles du water cooling. N'hésitez pas à faire passer les câbles du water cooling entre le dissipateur et la rame. C'est généralement là que c'est le plus joli. On tire bien et on voit qu'on n'a plus qu'à brancher. On passe maintenant à l'étape du câblage. Alors ça peut être l'étape la plus compliquée, mais vous inquiétez pas, si vous suivez bien mes instructions, ça va vous sembler hyper simple. Déjà, il faut comprendre qu'on a 2 parties quand on fait le câble management. On a finalement l'arrière du PC et l'avant du PC, là où tous les composants se trouvent. Alors à l'arrière, on voit qu'il y a tous ces câbles, on se dit mais comment on va faire? C'est très simple. Déjà, il faut séparer en 3 catégories. On a d'abord tout ce qui est câble du water cooling, du refroidissement, donc les câbles du water cooling ici en l'occurrence, mais aussi tous les câbles liés au ventilateur intégré au boîtier. Donc ça, c'est la première catégorie de câbles qui est juste ici. La deuxième, ça va être les câbles intégrés au boîtier, dont on a parlé tout à l'heure, donc les USB, le bouton power, etc. Et enfin, la troisième catégorie de câbles, ça va être les câbles d'alimentation, ce qui finalement va alimenter chaque composant qui ne sont pas propres au boîtier. Donc voilà, il y a vraiment ces 3 catégories. Je vous conseille de commencer par tout ce qui est câble de refroidissement et de ventilateur. Ici, on a donc notre water cooling et on va commencer par le premier câble qui est apparent. C'est celui-ci. Alors là, il s'agit de tous les ventilateurs, vous vous souvenez, qui étaient sur le water cooling. Ceux-ci, on va les mettre en CPU fan sur la carte mère. Là, en
l'occurrence, c'est parce qu'on a un water cooling, mais si vous avez un ventirad, vous avez aussi un ventilateur qui est sur le ventirad, il faut également le mettre en CPU fan et pas en pompe fan. Donc ce cap-ci du water cooling, des ventilateurs du water cooling, on le met en CPU fan. Alors si vous avez un doute et que vous ne trouvez pas l'emplacement, prenez le manuel. Là on le voit ici, c'est le numéro 3, CPU fan, il est inscrit juste ici. Donc on passe de l'autre côté, on prend notre câble, on le refait passer. Ça peut paraître un peu contradictoire vu qu'on l'a déjà fait passer, mais on le refait passer. C'est vraiment pour simplifier le câble management. On va sur les 4 pins juste ici, CPU fan, et on vient mettre le câble. On pousse bien. Une fois qu'il est enclenché, on retire derrière pour que le câble management soit parfait. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir une vidéo qu'on a fait sur comment faire un beau câble management. Ici, le but de cette vidéo tuto montage PC, c'est pas de vous montrer comment faire des beaux chemins de câble, mais plutôt comment câbler votre PC pour qu'il fonctionne. Ensuite, on aura un deuxième câble qui sortira de notre water cooling, plus principalement de la pompe, donc de la partie ici du water block. Et cette fois-ci, c'est pas le CPU fan, mais le pompe fan. Il faut bien différencier le pompe fan du CPU fan, c'est très important. Si vous avez un ventirad, vous avez uniquement le câble CPU fan, et si vous avez un water cooling, vous avez le CPU fan plus le pompe fan, mais je pense qu'on a compris. Donc celui-ci, je le fais passer et je viens le mettre sur le IO pompe qui se situe, si je regarde mon manuel, juste ici. Je le mets dans le bon sens avec le petit détrompeur, je pousse bien. Et à cet emplacement-ci, faites bien attention qu'il n'y ait pas de câble dans les ventilateurs parce que sinon ça peut être très dérangeant lors de l'allumage. De notre water cooling, on a encore un autre câble qui y sort, c'est un câble USB. Alors là, c'est propre au water cooling, j'ai envie de dire très haut de gamme. Normalement, on n'aurait pas ce genre de câble, mais c'est pour connecter directement au software. Alors celui-ci, on vient le connecter en USB sur la carte mère, finalement un peu comme l'USB du boîtier. Donc on vient le passer en dessous. Pour mieux comprendre, en dessous, on va retrouver souvent les systèmes fans, donc pour les ventilateurs, les prises ARGB, les prises USB, les SATA et le front panel, mais je vous expliquerai ça juste après. En l'occurrence, ici, on est sur un câble USB 2, donc on va venir le placer en dessous de la carte mère, sur le bas de la carte mère. Ce câble USB a un petit détrompeur, comme on peut le voir ici. Hop, on voit qu'il est dans un certain sens et ça rentre tout seul. On pousse bien, on retire légèrement le câble et c'est bon, on a mis notre USB. On est toujours dans le branchement du water cooling et des ventilateurs. Donc maintenant qu'on a mis tous les systèmes fans et l'USB, on voit qu'on a le câble ARGB, donc le câble qui va en fait simplement gérer la couleur du PC, la couleur des ventilateurs et tout. Ça va pas du tout alimenter le ventilateur, mais simplement la couleur. On se rappelle qu'on l'avait mis sur un splitter et celui-ci, on va devoir le connecter en fait directement sur la carte mère. Et là, c'est très simple. On passe sur le côté ici et on voit qu'on a en fait une fiche blanche avec 3 pins, donc 2 pins et un trou. C'est bien la prise ARGB. Regardez, si je les mets à côté, on voit que ça correspond. Alors celui-ci peut être très embêtant à mettre, il fait vraiment peur parce qu'il rentre pas du premier coup. Il faut bien être en face. Une fois que vous êtes bien en face, vous poussez un bon coup et là on voit que notre 3 pins ARGB est connecté. Alors sur la carte mère TUF, on a encore d'autres emplacements. Si jamais vous rajoutez, je sais pas, des accessoires RGB, des ventilateurs ou quoi, on voit qu'on en a encore un qui est disponible ici en dessous et un au-dessus de l'autre. D'ailleurs, petit repère, c'est le seul connecteur avec un fond blanc, c'est la prise ARGB, donc pour gérer la lumière. En fait, chaque ventilateur sort 2 câbles, un câble pour le RGB et un autre pour faire fonctionner le ventilateur, donc un système fan et un 3 pins. Alors en fait, le système fan, si vous rajoutez par exemple des ventilateurs ici en dessous, va se mettre ici sur la carte mère, donc sur la broche 6 fans. Alors là, on voit qu'on en a 3, donc c'est super simple à mettre. Il suffit simplement hop, de pousser. Et pour le câble RGB, on voit comme j'avais dit, on a la connectique avec le fond blanc. On a simplement à mettre le câble ARGB pour que notre ventilateur s'allume et fonctionne. Maintenant qu'on a branché tous les câbles de ventilation du water cooling, on va passer au câble du front panel. Alors généralement, ça se ressemble sur tous les boîtiers. On va toujours avoir le câble USB 3.0, donc pour connecter tous les USB en façade. C'est généralement ce gros câble là. On va ensuite avoir le câble HD audio. Alors celui-ci, c'est pour tous les jacks qu'on va retrouver sur le boîtier. Et sur les boîtiers très haut de gamme, on a la connectique type C interne qui se présente comme celle-ci. Et enfin, la pire des connectiques, le F-panel, donc tout ce qui est front pour le bouton d'allumage, le bouton reset, etc. Alors ici, on a de la chance avec Asus parce qu'il est en un seul bloc. Mais dans la plupart des cas, c'est avec plein de petits câbles séparés. C'est juste horrible à mettre, mais ici, ça va être super simple. On commence à faire passer nos câbles et on repère ici la connectique type C sur la carte mère et donc on va devoir mettre notre câble type C dans l'USB type C, ça me paraît logique. Alors on peut le repérer généralement avec une petite protection métallique comme ici et je vous conseille de prendre un peu de mou, d'être bien en face, bien perpendiculaire à la carte mère et enfin on va pouvoir pousser pour rentrer le câble et après vous pouvez légèrement tirer le câble vers l'arrière. Notre type C est branché. Je vais passer maintenant au câble USB 3, celui-ci a un sens. En fait on a une petite encoche sur le câble et de même on a un détrompeur sur la carte mère. Pour ce câble-ci, je vous conseille d'être bien aligné, bien perpendiculaire à la carte mère parce qu'en fait si vous voulez on a des petits pins ici qui sont hyper fragiles et il suffit que vous êtes un peu en oblique, que vous poussez un peu trop fort et en fait vous abîmez et cassez tous les pins de la carte mère. Donc là mettez-vous bien perpendiculaire et on appuie, on enfonce le câble
on n'a plus de risque. Je vais passer maintenant le HD audio pour tout ce qui est jack. Alors celui-ci, il est toujours au même endroit. Peu importe votre carte mère, il sera toujours en bas à gauche, donc à l'extrémité en bas à gauche. Donc là, hop, on le fait passer, en l'occurrence ici, sous l'alimentation. On ressort notre câble et là, de nouveau, on a un sens. On voit qu'on a un petit trou. Et pareil, sur la carte mère, on vient le mettre perpendiculaire et de nouveau, on appuie. C'est vraiment le câble le plus simple à mettre pour le coup et qui se positionne toujours en bas à gauche. L'un des câbles les plus importants pour que le PC s'allume, c'est le front panel, donc tout ce qui est power switch, power reset, etc. Alors, c'est généralement le problème qu'on peut avoir quand son PC en fait s'allume pas. Si jamais vous avez monté tout votre PC et que vous vous rendez compte qu'il s'allume pas, c'est souvent et très souvent lié au front panel. Alors pour le coup ici, j'ai dit que je l'avais en un seul bloc, mais vous allez avoir plein de petits câbles séparés et il faut se référer directement au manuel de sa carte mère pour comprendre où mettre chaque câble. Mais globalement, il faut voir ça comme deux rangées. Vous localisez la connectique front panel ou JPF1 sur votre carte mère. Ici, en l'occurrence, c'est en bas à droite et vous avez en fait deux rangées, donc une au-dessus et une en dessous. Donc, on va commencer avec la rangée du haut. Sur le premier et deuxième pin, vous allez mettre le Power Plus LED et le Power Moins LED. Sur le troisième et quatrième pin, toujours sur la première rangée, vous allez mettre votre fameux câble Power Switch, PW Switch. C'est en fait celui-ci qui va allumer le PC et la configuration. Sur le premier et deuxième pin du bas, vous allez mettre l'HD LED. Sur le troisième et quatrième pin du bas, on va mettre le Reset Switch. Donc ce qui va permettre en fait de reset le PC. On vous met maintenant un schéma, mais ici, je le rappelle, c'est en un seul bloc. Donc j'ai simplement à mettre le câble, c'est super simple. On termine par câbler avec les câbles d'alimentation. Donc on voit qu'on n'en a pas tellement. Franchement, ça va aller super vite. Moi, je vous conseille de commencer par le plus gros, le câble 24 pins dont je vous parlais tout à l'heure. Celui-ci va en fait alimenter la carte mère et on a 24 pins. On peut pas le rater, il est vraiment super simple. Je vous conseille de le passer à droite. On passe notre câble de l'autre côté et là, on peut pas le rater. Regardez, la connectique est juste ici. Le 24 pins se situe à droite de la carte mère et en fait, il est juste énorme. Pour le coup, on a un sens. On voit qu'on a une petite encoche noire ici et de même sur le câble. Donc là, hop, on fait un petit tour et une fois qu'on est dedans, on commence par mettre le coin gauche, le coin droit. Et là, on n'hésite pas à pousser franchement. Regardez de côté si le câble est bien enfoncé parce que parfois il se peut qu'il soit mal fixé. Donc là, n'hésitez pas à bien appuyer. Il nous reste deux câbles, le câble pour alimenter la carte graphique et le câble SATA. Alors, on a de la chance ici parce qu'on n'a pas de contrôleur dans le boîtier. Donc, on va pas devoir en fait utiliser le câble SATA. Sauf si vous devez par exemple connecter un SSD 2,5 pouces ou même un disque dur comme ici, un vieux disque dur. Alors, c'est super simple. On retourne le disque et on voit qu'on a deux connectiques donc avec des pins dorés. On a la connectique SATA. Là, de nouveau, on a un petit sens, on a un espèce d'angle droit sur le câble SATA et pareil sur le disque dur. On vient s'aligner et notre câble est mis. C'est vraiment super simple pour le coup. À savoir que là, on a uniquement alimenté notre disque dur, mais il n'est pas relié au PC et aux autres composants. Donc en fait, ça servira à rien de juste mettre ce câble. Il faut mettre le deuxième câble, qui est le câble SATA de données. Donc on va brancher de la carte mère au disque dur ou au SSD. Et là, de nouveau, on a un sens. En fait, on a une petite encoche métallique comme ici. Et on va venir le mettre de cette manière-ci. Hop. Là, on passe à travers le boîtier et on vient connecter notre câble SATA de données sur l'encoche SATA interne de la carte mère. Là, on voit qu'on a deux petites prises ici. On en a également sur le côté frontal. Donc ici, on s'aligne et on n'a plus qu'à appuyer. C'est bon, notre disque dur est alimenté et connecté. On passe maintenant à l'étape la plus sexy, la plus excitante, celle qui vous fait redresser le scooter, c'est l'installation de la carte graphique et c'est quasiment la dernière étape du montage d'un PC. Ici, on va installer la 5070 Ti de chez Asus, la version TUF, qui est une très bonne carte graphique de chez Nvidia qui vient de sortir. L'avantage ici sur ce modèle, c'est qu'on a des pads thermiques à changement de phase. Donc c'est pas de la pâte thermique, c'est des pads, sauf qu'ils changent de l'état liquide à l'état solide en fonction de la température de la carte graphique et c'est censé être un peu mieux niveau durabilité. Et évidemment, on a le DLSS 4 comme sur toutes les cartes graphiques de série 5000. Allez hop, on la déballe. N'oubliez pas sur votre carte graphique de bien retirer tous les films protecteurs parce que comme ça va pas mal chauffer, ce serait con qu'ils fondent ou bien qu'ils augmentent la température et qu'ils réduisent l'airflow. Donc hop, vous avez juste à tous les retirer délicatement. Une fois que vous avez la carte graphique entre les mains et que vous avez bien retiré le protège PCI Express, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est retirer les extensions PCI Express à l'arrière. Donc c'est les petites plaques en métal. Parfois, il faut les casser en les secouant de haut en bas. Ça, c'est généralement sur les boîtiers plus entrée de gamme. Ça fait un peu mal au cœur de casser du métal comme ça, mais c'est fait pour. Et sur les boîtiers plus haut de gamme, vous avez des petites vis qui retiennent les plaques. Alors, ce qu'il faut faire, c'est prendre la carte graphique, l'approcher du slot PCI Express comme si vous alliez la mettre dedans et repérer les extensions PCI Express que vous allez devoir retirer. Ça va dépendre d'une carte mère à l'autre et d'un boîtier à l'autre. Généralement, ça va pas être à partir de la plaque tout en haut, mais celle juste en dessous. Et après, il faut mesurer en fonction de votre carte graphique combien vous allez devoir en retirer. Ici, on est sur une carte graphique 2 slots, donc on pourra en retirer uniquement 2, ça marchera très bien. Ce qu'on fait alors, c'est qu'on accède aux vis. Après, il n'y a plus qu'à dévisser les deux plaques qu'on veut retirer.
Il faut bien garder les vis, les plaques à la limite vous pouvez les jeter si jamais vous êtes sûr de garder votre carte graphique. Si jamais vous voulez revendre votre boîtier, gardez-les parce qu'on peut les remettre. Par contre les extensions en métal qu'on vient casser, ça malheureusement ça sert à rien de les garder, ce sera impossible de les remettre. Donc une fois que c'est retiré, on reprend la carte graphique et cette fois-ci, pour de vrai, on va pouvoir l'insérer. On l'approche du slot PCI Express, faites attention que ça peut être fragile, même s'il est renforcé ici sur la carte mère. On vérifie qu'on est bien en face des encoches, on vérifie également que le slot est bien ouvert. Ici, il faut simplement soulever le levier, en général il faudra appuyer sur l'encoche avant de rentrer la carte graphique. Et normalement, l'encoche doit venir se refermer toute seule sans que vous ayez à forcer. Donc vous avez simplement à la mettre et appuyer un petit peu. Appuyez bien à plat, comme ça vous êtes sûr que votre carte graphique est bien rentrée tout le long du slot PCI Express et pas simplement d'un côté. On peut voir ici, le slot s'est refermé et la carte tient bien, elle est bien au fond. Si on regarde au niveau du slot PCI Express de la carte mère, on voit que c'est parfaitement aligné. C'est parfait, on n'a plus qu'à remettre les deux vis et notre carte graphique sera installée. Maintenant qu'elle est installée, on peut la brancher. Et là, il faut simplement venir repérer le dernier câble qui vous reste. En général, ce sera soit un PCI Express, soit un 12 pins pour les nouvelles cartes graphiques des séries 4000 et 5000, même s'il y a certaines cartes AMD qui l'utilisent également. À vous de repérer les câbles qui restent, vous pouvez pas les rater en général. Là, il faut le faire passer. Alors, il y a deux écoles. Il y en a qui vont faire passer le câble par au-dessus et venir tomber vers le bas. Ça peut être très bien et ça supporte même un petit peu la carte graphique dans certains cas. Et il y en a d'autres qui vont préférer le faire passer par en dessous. J'avoue que moi, j'ai une grosse préférence pour le faire passer par en dessous parce qu'on le voit un peu moins. Et dans le cas de câbles custom, on voit bien le RGB ou bien la couleur. Donc moi, je vais le faire passer par ici. Hop, je le fais revenir bien à plat, direction l'encoche, et hop, on vient bien en face, on évite de trop secouer pour pas abîmer le câble, surtout les câbles de spin. Poussez bien vers le fond de la carte mère mais sans le secouer pour éviter de l'abîmer. On sait que les câbles de spin, ça peut créer des problèmes, et vérifiez bien que ce soit bien enfoncé et bien au fond. Une fois que votre PC est fini, vous n'attendez qu'une seule chose, et pourtant parfois, ça peut ne pas marcher à 100%, sauf si vous avez le tutoriel de A à Z en respectant tout ce qu'on a dit, et bien c'est l'allumage. On n'a plus qu'à appuyer sur le bouton et allumer notre PC gamer. J'espère qu'il s'allume, c'est bon, ça fonctionne. On voit que voilà, les barrettes de RAM s'allument, le water cooling est allumé. N'hésitez pas à checker en fait chaque ventilateur, si déjà il tourne bien, mais surtout s'il y a du RGB. C'est important de faire un petit check-up après le montage d'un PC. Idem sur le boîtier, la carte graphique, la RAM, le water cooling, la pompe, le water block, vérifiez bien que tout le RGB s'allume. Essayez de voir si vous entendez du liquide circuler dans votre water cooling. Ça peut indiquer que tout est bien branché. C'est important de bien le faire la première fois. Et on vous rappelle qu'il y a les 4 LED sur la carte mère. Donc ici c'est en haut à droite. On voit à chaque fois donc on a la LED CPU, DRAM, VGA et boot. Et si jamais vous avez un témoin rouge sur l'une de ces 4 diodes, c'est que malheureusement l'un des composants a été mal monté ou même défectueux. En tout cas dans cette vidéo on n'a pas parlé du câble management. Donc si jamais vous voulez qu'on refasse une vidéo câble management dédiée, on vous montre bien par où faire passer les câbles, qu'est-ce qui est le plus pratique, comment bien les serrer entre eux, etc. N'hésitez pas à le dire et on pourra refaire ça en entier. Et si vous voulez qu'on fasse également une vidéo sur comment bien installer Windows pour faire une installation propre la première fois, n'hésitez pas à le dire non plus, on pourrait les refaire. On a décidé pour cette vidéo de simplement se concentrer sur le montage du PC parce que c'était déjà un beau morceau. Et si jamais vous n'avez pas envie de faire le câble management, de monter les composants vous-même, de prendre en charge la garantie ou bien les problèmes potentiels qui peuvent survenir sur des composants durant la durée de vie de votre PC, et bien le PC ici qu'on vous présente est également disponible sur le site de Flup directement. Donc voilà. En plus de ça, il y aura les 3 ventilateurs qu'on a oublié d'ajouter qui seront mis en bas du boîtier. Et donc en partenariat avec Asus sur la page Powered by Asus sur le site de Flup, on proposera également ce PC. En termes de performance, on va être pas mal. Et il est super joli aussi, donc n'hésitez pas, on vous mettra tous les liens en description. Merci à tous d'avoir regardé ce tutoriel montage PC de 2025. N'hésitez pas à revenir en arrière si jamais vous n'avez pas compris certaines informations. Prenez votre temps, monter un PC c'est toujours super agréable, donc faites-vous plaisir. En tout cas, nous, on vous a tout dit. Merci à tous et on se dit à la prochaine. À l'année prochaine. Ciao.